Puis M. Carney qui est de plus en plus près d'être majoritaire à la Chambre des communes. Chiffre magique, 172 députés pour être majoritaire. Et avec le nouveau transfuge, ils en ont 171. Il en manque un. Il en manque juste un. Et l'histoire derrière ce transfert-là est quand même assez fascinante. Alors, je vous raconte l'histoire donc de ce nouveau transfuge qui a sauté la clôture dans les dernières heures. Michael Ma, qui est le deuxième d'ailleurs député conservateur à avoir traversé la Chambre pour se joindre auprès des libéraux. Alors, dans ce cas-ci, ce qu'il y a de particulier, c'est que M. Ma a assisté au party de Noël des conservateurs. Mercredi soir. Et 24 heures plus tard, il assistait au party de Noël des libéraux. Ben, peut-être c'est juste un festif. Accueilli en héros. Accueilli en héros. Non, mais écoute, il y a été... C'est le NPD à party de Noël ce soir. Je sais pas, c'est quand même assez particulier. D'abord, je vous résume un petit peu ses raisons. Là. Il a fait une déclaration. D'abord, c'est le député de Markham, Unionville. Par voie de communiqué, il a écrit « J'en suis venu à la conclusion que le premier ministre Mark Carney propose l'approche stable et pragmatique dont nous avons besoin pour répondre aux priorités que j'entends chaque jour en faisant du porte-à-porte. » Pierre Poilievre, à qui tu vas parler d'ailleurs un peu plus tard. Il fait du porte-à-porte tous les jours. Pas juste en campagne électorale. Et ça, il faut respecter. Faut le faire. Hey, sais-tu quoi? Je remets ça en doute. Je me demande pourquoi. Moi, d'après moi, hier soir, là, quand il fait moins 28, tu fais ouvrir les portes de tout le monde. Il n'y a même pas de campagne électorale pour rien. Je veux savoir, moi, je suis votre représentant, je veux savoir ce que vous pensez. J'y crois pas tellement. Non, c'est ça. Pierre Poilievre a réagi, tu vas lui parler d'ailleurs un peu plus tard à l'émission. Là. Il dit « Michael Ma a été élu député conservateur par les citoyens de sa circonscription pour lutter contre les dépenses inflationnistes des libéraux qui font augmenter le coût de la vie. Aujourd'hui, il a choisi d'appuyer les politiques qu'il s'était engagé à combattre, les mêmes politiques qui font augmenter le prix des loyers du panier d'épicerie pour les familles canadiennes. Ceux qui le déçoivent le plus, ce sont les électeurs qui l'avaient choisi pour défendre une vie plus abordable. C'est à eux qu'il devra rendre des comptes. » Ouais, mais on pense toujours qu'on a tout vu, hein? Mais parce que on a ouvert les lignes, on a fait notre tribune téléphonique, ça doit faire à peu près un mois sur la question des transferts. C'est quand l'autre transfuge, l'autre conservateur avait traversé la Chambre. C'est généreux. Puis c'était négatif, je dirais à 9 sur 10, les gens étaient contre ça, aimaient pas ça, à la limite devraient démissionner puis refaire une partielle puis se faire élire sous la nouvelle bannière, mais dans la discussion, il y avait quand même des nuances. T'sais, mettons, quelqu'un qui va être député dans un parti, puis sur une longue période, ben, tu dis le parti a abandonné ses convictions. Ça arrive là, qu'un parti abandonne ses convictions. Puis bon, mais souvent, mais si tu passes par indépendant, après ça, ben, tu te rejoins à un autre parti. Ça peut faire une transition qui se tient. Mais ça casse tout, là. Je veux dire, t'es conservateur le mercredi, tu vas au party et c'est photo à l'appui. Le mercredi soir, il est posé au party de Noël des conservateurs en présence de Pierre Poilievre. Là, il est posé avec Poilievre le mercredi. Puis le jeudi, il passe pour les libéraux. Puis il est accueilli en héros au party de Noël des libéraux. Tout ça dans une année où l'élection a eu lieu le 28 avril. Là. C'est pas comme l'élection a eu lieu il y a bien des années, puis les choses ont changé, puis... L'élection est toute récente, donc tu as décidé que tu te présentais le printemps passé avec les conservateurs, puis là, rendu au temps des fêtes, tu fais les deux parties de Noël, tu changes de parti. Moi, je donnerais sa carte de l'UDA. C'est quand même c'est particulier. Je fais une précision. L'autre qui s'est joint aux libéraux, c'est Chris Dandremont. Hein? Matt Generou, plutôt, lui, c'était des rumeurs, mais finalement, il a décidé de quitter la Mais moi, politique. Je pense que lui... General, dans le coin d'Edmonton, lui a choqué, lui a eu peur. Lui a défait le plan des libéraux. C'est-à-dire qu'il avait promis... Là, j'ai pas aucun... C'est juste un feeling. Il avait promis de passer, mais quand il a vu la job de bras que les conservateurs ont fait à D'Entremont dans son comté, puis tu sais, d'être un traître, puis les journaux locaux, puis tu sais, on a mangé toute une, là, tu sais, d'être un traître. Lui a paniqué, puis il a dit « OK, mais à ce compte-là, je m'en vais chez nous. » Tu sais, je me présenterai plus, je joindrai pas le camp adverse, je m'en vais chez nous. Les fameuses raisons familiales. Oui, les fameuses raisons familiales. Fait que c'est... Fait que là, il en manque toujours un. Et je ramène ça avec la crise au Parti libéral du Québec. Parce que le fameux député, M. Fessal, député de l'ouest de Laval, libéral fédéral,
mais qui a eu les doigts un peu pognés dans l'histoire de la campagne à la chefferie de son ami Pablo Rodriguez au Québec. On ne sait pas exactement sur quoi l'UPAC enquête à Québec. Mais si l'UPAC enquêtait sur lui, mettons qu'on apprenait que lui est un de ceux qui est visé par l'enquête de l'UPAC, ce qui n'est pas évident, mais ce qui est loin d'être impossible. Ce qui pourrait rester. Est-ce que tu peux être sous une enquête? Je comprends que c'est sur une autre scène, mais t'es quand même sous le couvert d'une enquête policière. Là, tu comprends que les libéraux fédéraux, eux autres, là, sont pas à l'étape de suspendre des députés à tort et à travers pour le fun, sont à l'étape d'aller chercher leur fameux chiffre magique de 172 pour être majoritaire à la Chambre des communes. Fait que, tu sais, c'est tannant quand t'es majoritaire, mettons qu'ils deviennent, ou t'es majoritaire par un. Ça veut dire c'est un tout député qui est malade, qui est sous enquête, qui est n'importe quoi, tout devient hyper sensible. Alors ça sera à surveiller. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, puisqu'on vient à Québec, c'est jour de bilan aujourd'hui pour tous les partis. Oui, et ça va se faire là, en mode de cascade aujourd'hui. Là, chacun va rencontrer la presse. Ça va commencer avec les libéraux à 7h45. Parions que les libéraux vont peut-être avoir un petit peu de difficulté à mettre de l'avant leurs accomplissements dans la dernière session parlementaire. Ils vont dire que le gouvernement de la CAQ a été épouvantable. Ouais, j'ai l'impression que les questions vont plus porter là, sur cette enquête de l'UPAC, là, sur la course à la chefferie. Les solidaires, les péquistes aussi vont rencontrer les médias et la CAQ va clore le bal. C'est à 13h dans leur cas. Mais pour revenir aux libéraux, quand même, il y a une cause. J'ai senti que le fait qu'on veuille le mettre dehors avec cette intensité, ça a quand même brassé Pablo Rodriguez. Il y a une contre-offensive. Il y aurait des présidents de comté qui sont sollicités pour signer une lettre d'appui disant qu'il est l'homme de la situation. Ouais. On l'a senti hier quand même plus mordant, plus affirmatif, comme si, acculé au pied du mur, là, il sent le besoin de poser des gestes. Ouais, mais dans le cas des libéraux, Mario, il n'y a pas... J'ai une expression qui est sortie hier, je pense que c'est Antoine Robitaille qui en a la paternité, mais le calendrier de l'Avent des libéraux. On a le calendrier de Noël, les petits chocolats, ben là, c'est quasiment ça. Alors aujourd'hui, voici la nouvelle histoire. On apprend dans le journal ce matin qu'il y a des militants libéraux qui déposent une plainte à Élections au Québec à propos d'indemnités de départ fédéral signées par Pablo Rodriguez pour des proches collaborateurs qui l'auraient aidé à devenir chef. Alors, lorsqu'il a traversé le pont, on se souviendra de l'image, ça avait même été ça, sa mise en scène. Il a traversé la rivière des Outaouais entre l'Ontario et le Québec. Ben, M. Rodriguez a amené avec lui 7 fidèles qui travaillaient à son cabinet des transports et de lieutenant du Québec. Et il s'est servi de son pouvoir discrétionnaire, selon ce qu'on peut lire dans le journal, de ministre fédéral, pour accorder des indemnités de départ à ces employés-là, qui ensuite ont fait du bénévolat pour sa campagne. Et selon les plaignants, la valeur combinée des indemnités serait plus élevée que le plafond des dépenses admissibles, qui est à 400 000 $ pour une course à la chefferie du Parti libéral. Et en plus des indemnités, ces bénévoles-là ont reçu le fameux chèque là, de 1 000 $ pour service rendu dont on vous parlait un peu plus tôt cette semaine. Mais le 1 000 $, c'est du change à quoi? Parce que les indemnités, mettons, on peut te donner l'équivalent de 6 mois de salaire ou 4 mois de salaire. Fait que tu comprends ce qu'il reproche. C'est de dire, mettons que lui, il quitte, puis il verse une indemnité à un employé là, pour service rendu, mettons, 6 mois de salaire. Mais cette personne-là, ça lui donne la chance de travailler quelques mois, tu sais, de vivre sur l'indemnité, puis donc de travailler bénévolement, mais en étant payé par l'indemnité, avec la promesse que si je gagne la course, ben, je te rembauche à Québec. Ce qu'il a fait, là, pour certains. Je te rembauche à Québec. Donc, c'est ce qui choque les adversaires qui, dans certains cas, avaient des vrais bénévoles, là, pas des gens qui étaient sur une indemnité de départ. Ben, les médecins vont commencer rapidement, les médecins omnipraticiens, là, à se prononcer sur l'entente conclue hier. Et ça va être à surveiller. Selon ce qu'on en comprend, il y aurait des webinaires aussitôt que 7 heures ce matin. Et là, par la suite, il y aura vote. Là. Les gens vont commencer à se prononcer. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette entente de principe-là? Excuse-moi, je t'écoute plus. Gars, c'est drôle, à LCN, on l'a la photo. Ah, là. Oui? Le député, il était à 2 mètres. Au party de Noël, il était à 2 mètres de Pierre Poilievre. Là. Il a le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Il est heureux d'être au party des conservateurs. Puis tu dis, lui, il sait que le lendemain matin, il va changer de parti. Non, mais faut-tu être hypocrite? Ça n'a pas de bon sens. Je te dis, la carte de l'idéal. J'ai jamais vu ça. C'est vraiment incroyable. Non, mais les médecins. Non, mais je voyais la photo avec son grand sourire à côté de Poilievre. T'en ressortiras quand tu vas lui parler. Non, mais c'est parce que tu sais que le lendemain matin, il va changer de parti. Mais tu te sens trahi, là, tu sais, t'es bien Poilievre. Comment tu peux être hypocrite? Ça n'a pas de bon sens. Alors oui, ben c'est ça. Alors les médecins, on va écouter d'abord les webinaires pour se faire une tête. Après ça, les médecins vont
va se prononcer là-dessus. Nous, on ne le sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de cette entente-là, là. Mais visiblement, il y a eu des sacrifices là, qui ont été faits. Là, t'sais. Alors, l'entrée en vigueur, je vous rappelle que la loi 2 qui devait entrer en vigueur là, au début de l'année en janvier, tout ça est suspendu, est repoussé à la fin du mois de février. Et là, il y aura des modifications. On fera des modifications. Hier, dans les corridors de l'Assemblée nationale, lorsqu'on a tendu le micro à François Legault, il était très fier de ça. Il disait entre autres que là, ce sera une entente. Espérons-le, si elle est signée, là, le premier ministre était quand même prudent, mais une entente gagnant, c'est-à-dire et pour les médecins et pour le gouvernement, mais surtout pour les patients aussi. France-Hélène Duranceau, la présidente du Conseil du Trésor, puis Christian Dubé, ministre de la Santé, eux aussi ont été questionnés. Ils se sont réservés de donner tout détail de cette entente-là, mais on dit que les grands gagnants, et c'est ce que Christian Dubé disait, ce sont les Québécois, là, parce qu'ils se faisaient un peu questionner à savoir, donc c'est un recul, c'est un désaveu. Non, il y a quand même des cliniques où on ne sait pas si ça va fermer ou pas, finalement. Une cinquantaine. Ouais, faut faire attention parce que il y en a, il y en a une, là, j'ai interviewé la dame, après ça, je suis retourné. Il était prévu fermé de toute façon. Okay. Il y en a parce que les loyers... Pas fermé parce que les loyers avaient trop augmenté, où il y a quand même toutes sortes de circonstances. On a vu une médecin, je pense, qui a dit « moi, je pars finalement vers le Yukon, mais c'est parce que c'était prévu. C'est pas une affaire que tu as pu décider en 2 semaines. Là, c'était prévu avant. Là, on a tout mis sous le couvert de la loi 2. Mais je pense qu'il y en a beaucoup quand même qui vont annuler la fermeture promise, là, qui vont tout simplement revenir à un fonctionnement. Mais là, remarque, ils doivent être bien curieux. À l'heure où on se parle, les médecins doivent quand même être curieux de voir ce qu'il y a dans l'entente. Le webinaire à 7h, d'après moi, il va y avoir beaucoup de médecins qui vont être branchés là-dessus pour voir se faire expliquer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'entente. Il y a une annonce majeure qui va se faire dans quelques heures sur le TGV, une annonce quand même concrète. Là. 9h30 ce matin, en compagnie du ministre fédéral des Transports, Stephen McKinnon, notamment. On a des détails dans la presse ce matin. Ce serait le premier tronçon de ce TGV qui relierait donc à terme Québec et Toronto. Maintenant, le premier tronçon qui va être effectué, ce serait le tronçon Montréal-Ottawa. Un trajet que j'ai fait très souvent à mes débuts à Salut Bonjour. Oui. Un grand voyageur, M. Dubé. Oui. Initialement, avec Via Rail, là, c'est un tronçon qui prend au-delà de 2 heures, là, avec les arrêts fréquents, notamment là, des trains de Via Rail. À terme, ça va prendre 50 minutes. Faire Montréal-Ottawa en TGV. Alors là, dans ce cas-ci, les travaux devraient commencer, toujours selon les informations de la presse ce matin, d'ici 2030. Et là, à surveiller aussi des consultations publiques sur l'ensemble du projet, donc vraiment là, Toronto, Québec. Les consultations publiques devraient commencer en janvier 2026. Sur ce tronçon de 900 parce que je pense qu'il y a un écart, il y a encore une partie de la population qui voit ça comme quelque chose de lointain qui se fera jamais. Mais là, on commence tellement. Il y a un débat. On a reçu, j'ai reçu dans les dernières semaines l'Institut économique de Montréal. Je sais qu'il y a des sénateurs et députés conservateurs qui se penchent là-dessus. Je sais que l'UPA est en train d'étudier la question. Il y a un nouveau mode d'expropriation, là. Jamais vu, là. Des pouvoirs d'expropriation jamais vus pour aller plus vite, mais... Là, je suis pas un expert en expropriation, mais autrefois, il y avait comme une phase de négociation. Mettons, tu es un agriculteur. Là, tu passes sur ses terres, tu vas charcuter ses terres. Là, tu vas dire, t'essayais de négocier, Là, c'est comme si cette phase d'essayer de s'entendre et de négocier, ça vaut peu à peine. Là. On passe chez vous, ça vaut tant, salut. Tu vas recevoir le chèque dans la semaine du... Tu vas recevoir le chèque dans la semaine du 17. Mais là, avec la grève tournante, il va tout se faire. Ouais, mais là, tu sais, si tu dis, mais moi, je pense que ma terre, ça vaut plus que ça. Et dans le cas de l'agriculture, c'est un dossier que je connais bien parce que ma famille, j'étais enfant, mais ma famille l'a vécu dans les années 70. C'est-à-dire que la vin est passée sur nos terres. Puis, t'es tenté de dire, OK, la vin passe sur nos terres, on perd, mettons, une telle largeur. La largeur de la vin, c'était quand même considérable, c'était quand même plusieurs hectares de terre. Mais nous, là, ça laissait à mon père, mettons, quelques hectares qui étaient l'autre bord de la vin. Un tout petit bout de terre qui était l'autre bord de la vin. Lui, il n'est pas exproprié. Il est encore à toi. Mais là, pour y aller, c'est 10 km, là. Faut que tu sortes de notre rang, tu prends la route de l'église jusqu'au village. Oui. Là, au village, tu prends 132. Là, tu demandes la permission à l'agriculteur que c'est ses terres pour revenir au bout de... Tu comprends? Pour revenir rejoindre tes terres. C'est pas... Fait que dans le fond, ce que ça fait, c'est que t'es comme obligé de les vendre au gars d'en face. Celui qui est l'autre bord de la vin, faut que tu y vendes.
Mais là, on s'entend-tu qu'en termes de prix de vente, lui, il te voit venir, là, toi, t'es à genoux, tu comprends? T'es plus capable de te rendre. Fait que c'est pas une petite affaire. Fait que nous, ça a rapetissé la terre agricole de mon père considérablement. Fait que c'est pour ça que... La valeur du terrain. Ouais, j'étais un petit peu sensible à ces dossiers d'expropriation. Il faut que ça se fasse, puis il faut que le TGV, ça se fasse, mais ça va être... Je te dis, ça va être un aspect, puis je serais pas surpris que d'ici 6 mois, on entende l'UPA hurler, là. Et puisqu'on est dans les coûts, là, évaluation préliminaire du projet entre 60 et 90 milliards de dollars. Vous pensez que ça va se faire dans les temps? Je pense que ça va se faire. Ouais. Puisqu'il va y avoir un délai de 6 mois, un an, je sais pas. Non, mais c'est tellement sincèrement, gros. C'est une nécessité. Là. Oui. On fait pitié à côté. Oui, exemple de l'Europe, on a tous voyagé ici en Europe, là, les TGV en Europe ou à travers le monde. Décès de Déby Zakaïb. Et ça a fait vraiment réagir hier beaucoup. Mais je l'ai vu passer, puis je sais pas exactement, je sais un petit peu, mais j'ai hâte que tu nous en parles. Mais t'es pas le seul, parce que je pense que ceux et celles qui l'ont côtoyé sont admiratifs, mais le grand public ne connaît peut-être pas son nom. Elle était directrice générale de la Table Ronde. Elle a laissé sa marque au départ dans le milieu de la mode, après dans le monde gastronomique. Elle est mariée à Alexandre Taillefer. Au début de sa carrière, elle a fait une maîtrise au HEC Montréal en marketing, donc elle est développeuse de marques de plusieurs, comme L'Oréal, Coca-Cola, Johnson & Johnson. Elle a siégé sur un paquet de conseils d'administration comme la Fondation du Musée des Arts contemporains de Montréal. Et par la suite, au fil du temps, elle a bifurqué dans la gastronomie. C'est elle qui a piloté, entre autres, l'arrivée du guide Michelin au Québec. Okay. C'est elle qui a représenté aussi la province dans le palmarès North America Best Restaurant. C'est la première fois qu'il y avait ça. On s'est retrouvés là-dedans. Elle initiait beaucoup de projets. Puis, tu sais, je lis le message d'hommage de Francis Gosselin qui l'a côtoyé. Il dit, ça fait 3 ans que c'est ma locataire. Puis il dit, ceux qui n'ont pas connu Déby ont raté quelque chose. Une femme dégageant une telle énergie, une telle confiance, une telle volonté de vivre et de faire, d'aider et de changer le monde. On en croise rarement. Avec Déby, on a parlé gastronomie, économie et ambition, mais aussi timing, patience, réussite, humilité, futur du monde. Mais en résumé, elle a joué un rôle clé pour mettre en lumière à l'échelle du monde ce qu'on fait de beau et de bon au Québec. Exactement, en mode et en gastronomie. Si on résume, effectivement. Donc, elle a initié beaucoup de choses. Elle prenait le taureau par les cornes puis elle n'avait pas froid aux yeux. Ça a fait débloquer un paquet de choses, mais souvent, on ne sait pas qui sont derrière ces grands projets. Et elle moins connu du grand public, mais effectivement, là, je vois tous les hommages là, qui sont rendus. C'était touchant. Absolument. Elle est décédée d'un cancer virulent. Ouais. C'est toute une soirée, Justine, pour un jeune homme, Jacob Fowler. Réussite hier soir pour lui. Parlant d'hommages, je pense que les hommages sont partout présentement pour Jacob Fowler. On aime ça, chercher un divin messie, un sauveur, là, surtout à quelques jours de Noël. Et les partisans, déjà, on s'emballe. Parce qu'avant même son premier match dans la Ligue nationale, il avait beaucoup de pression parce qu'on parlait des 3 autres gardiens de but de l'histoire des Canadiens à avoir vécu leur tout premier match en carrière dans la Ligue nationale contre ces mêmes Pingouins de Pittsburgh. Et d'avoir gagné. Là. Dryden, Roy et Price ont battu les Pingouins à leur première présence dans la Ligue. Alors Fowler arrive en étant le 4e. Carey Price, qui l'avait appelé aussi dans la journée pour lui souhaiter bonne chance, lui offrir ses meilleurs souhaits pour le premier match. Et je pense que rapidement, il a fait honneur à la réputation qui le suit. Il a été en contrôle. Il a été calme à sa place. Et je tiens à dire aux gens qui nous écoutent que Malkin et Crosby, ce sont ses idoles de jeunesse. Alors, t'as pas n'importe qui devant toi en plus. Faut donner aussi crédit aux Canadiens, j'ai envie de dire, parce que devant lui, on a aussi été efficace, chose qu'on n'a pas toujours été devant Dobèche et Montembeault. Hier, il l'a dit lui-même, ils ont rendu mon travail plus facile, mais donnons-lui crédit, 36 arrêts hier. C'est vrai que les joueurs ont mieux joué, ils ont rendu son travail plus facile, sauf sur un volet. Ils ont multiplié en 2e et en 3e les punitions, dont quelques punitions niaiseuses. Contre un avantage numérique très dangereux. Meilleur de la Ligue. C'est lui qui est en désavantage numérique, il a sauvé le Canadien là, plusieurs fois. Je pense que les Pingouins étaient rendus à 11 tirs dans les avantages numériques. Là. 7 arrêts contre Sidney Crosby. C'est quand même pas rien à ton premier départ dans la Ligue nationale. Alors, le premier est fait. Les choses sont très encourageantes. J'ai trouvé qu'il était toujours à la bonne place. Oui, il a cédé sur 2 lancers, mais je veux dire, il peut pas tout faire non plus. Mais il y a quand même plusieurs éléments encourageants, non seulement dans sa performance à lui, mais chez le Canadien. Gallagher, notamment, qui trouve le fond du filet, l'avantage numérique qui continue de fonctionner. Tous les trios ont réussi à contribuer aussi. Alors, est-ce qu'on peut maintenant bâtir là-dessus? Maintenant, la grande question, c'est que là, il y a 2 matchs en fin de semaine. On donne le filet à qui?
samedi. Parce que là, on va avoir une rotation à 3 et non à 2. J'ai hâte de voir ce que ça va donner.